Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette séance d'information virtuelle concernant le réaménagement du port de plaisance de la Chine. Votre participation en grand nombre ce soir témoigne de votre intérêt concernant ce projet. Merci beaucoup de vous être connectés en si grand nombre pour en apprendre davantage sur ce projet. Évidemment, la pandémie que nous connaissons depuis maintenant près de 5 mois nous invite à adapter le format des soirées d'information avec les citoyens et à respecter les directives de distanciation physique, donc celles qui sont commandées par la santé publique. C'est pourquoi la rencontre de ce soir, elle est 100% virtuelle. Je m'appelle Pierre Tessier et je ne suis pas un employé de l'arrondissement de la Chine, ni un employé de la ville de Montréal. Je suis un citoyen de Montréal à qui on demande souvent d'animer des séances d'information avec les citoyens comme celle de ce soir, et mon rôle essentiellement comme modérateur est de voir au bon déroulement de la rencontre. La séance de ce soir, justement, a pour but d'informer les plaisanciers, mais aussi les résidents, des objectifs et des concepts d'aménagement de la transformation du port de plaisance de la Chine en un futur parc riverain ouvert à toute la population. Et évidemment, la soirée de ce soir a pour but de répondre à vos questions. D'ailleurs, je suis conscient, l'arrondissement également, la ville l'est tout autant, que le projet soulève des réactions très tranchées, autant positives que négatives concernant ce projet-là. C'est pourquoi il est important de prendre le temps ce soir de bien vous présenter les motivations et le concept global qui accompagne le projet. Donc, la soirée sera enregistrée et disponible dans les prochains jours sur la page YouTube de la Ville de Montréal et sur le site web de l'arrondissement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner la présence avec nous ce soir de M. Robert Baudry, qui est le responsable de l'habitation de la stratégie immobilière des Grands Parcs et du Parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal. Également, Mme Maya Vodanovic, mairesse d'arrondissement de la Chine et membre du conseil d'agglomération. J'aimerais également souligner la présence parmi nous ce soir des conseillères et conseillers de l'arrondissement de la Chine, à savoir Mesdames Micheline Rouleau, Julie Pascal Provost et Michel Flannery, ainsi que M. Younes Boukala. Également de l'arrondissement, on reçoit également avec nous ce soir Mme Stéphanie Houle, qui est la directrice par intérim de l'arrondissement. On a également des gens du service des grands parcs du Mont-Royal et des sports qui sont avec nous. J'aimerais les présenter. Mesdames Sylvia Anne Duplanty, directrice de l'aménagement, et Louise-Hélène Lefebvre, directrice des grands parcs, également avec nous. Et ce sont des gens qui vont faire des présentations. M. Georges-Étienne Leparent, qui est architecte paysagiste, chargé de projet, et M. Steve Bilodeau-Balati, qui est le chef de division. Le déroulement de la soirée sera très simple. En fait, tout d'abord, j'inviterai à tour de rôle M. Robert Baudry et Mme Maya Vodanovic à prendre la parole. Par la suite, on va enchaîner avec une présentation d'une trentaine de minutes, au cours de laquelle nous passerons en revue les constats, l'analyse de la situation, les différentes options qui ont été étudiées et le choix qui a été fait. Évidemment, avec tout ça, on va aborder les objectifs et le concept global de l'aménagement. Nous passerons à la période de questions qui devrait durer, je vous dirais, une trentaine de minutes. On a reçu près d'une centaine de questions, dont quelques sous-questions, et nous allons tenter d'y répondre dans le temps qui nous reste. Mais celles-ci ont été regroupées évidemment par thème pour éviter la répétition parce qu'il y avait plusieurs questions qui avaient les mêmes préoccupations. Donc, on a décidé de tout regrouper ça par thème pour faciliter, de rendre ça plus efficace. Évidemment, les questions et les commentaires qui ne respectaient pas le décorum ou qui contenaient des propos déplacés n'ont pas été retenus. Vous allez comprendre pourquoi. Et si le temps le permet, et ça devrait, on va le faire, on va enchaîner avec des questions qui auront été transmises ce soir pendant la présentation. Donc, je tiens à vous rappeler que vous avez devant vous, là, sur l'écran qui est devant vous, en fait, sur la configuration, vous pouvez nous faire parvenir des questions par le module de questions Q&R si votre ordinateur est configuré en français, ou Q&A si votre ordinateur est configuré en anglais. Donc, QR, Q&A, et c'est par là que vous pouvez envoyer vos questions. Et à la fin de la soirée, évidemment, avec le temps qui va nous rester, on va pouvoir aller piger dans les questions qui n'auront pas été répondues, évidemment, au préalable, c'est certain, dans les questions qui ont été posées ce soir. Donc, la présentation sera effectuée en français, et si une question a été posée au préalable en anglais, elle sera lue dans cette langue-là, mais elle sera répondue soit en anglais ou en français. The presentation will be in French. If a question has been asked in English, we will answer it either in French or in English. Et maintenant, pour conclure mon introduction, j'aimerais vous présenter les principes de base de cette séance d'information virtuelle pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude. Évidemment, nous ne pouvons pas ni vous entendre ni vous voir. Les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, l'animateur, évidemment, et les intervenants qui vont prendre la parole ce soir. Enfin, les questions que vous avez envoyées à l'avance en complétant le formulaire en ligne seront répondues tout de suite après la présentation, qui, elle, va durer, comme je disais tout à l'heure, environ une trentaine de minutes. Donc, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à M. Robert Baudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des Grands Parcs et du Parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Baudry.
Merci beaucoup, M. Tessier, pour votre introduction. Merci aux centaines de résidents et résidentes de la Chine, de Montréal, qui assistent présentement à cette séance de consultation. On le sent qu'il y a eu énormément d'enthousiasme à y participer. Je tiens d'abord à souligner la présence effectivement de ma collègue, Madame la mairesse Maya Vodanovic, mais également de ses équipes, Madame Hull, directrice de l'arrondissement et ses équipes, et également de mes équipes, Madame Sylviane Duplanty, qui est directrice des aménagements et de ses équipes. Donc, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens juste à vous dire à quel point c'est un privilège de pouvoir avoir ce contact-là avec vous tous. On a eu certains échanges avec des plaisanciers et maintenant, on vient de voir les Montréalais avec tous les détails de ce grand aménagement. C'est une opportunité parce que c'est un tournant autant pour la Chine, mais aussi le Grand Montréal. D'avoir vraiment un espace qui était privatisé, qui appartenait à la Ville de Montréal et qui bénéficiait à un certain nombre de populations. Maintenant, d'avoir un espace où on a l'opportunité de le démocratiser, de l'ouvrir. Un espace aussi qui va pouvoir traduire la volonté de notre administration, mais également la nécessité grandissante de pouvoir faire de plus en plus de place à la transition écologique, à la nature, qui doit reprendre ses droits aussi à certains égards à Montréal. On le sait, on l'a entendu et on a échangé avec plusieurs d'entre vous. Nous avons reçu vos lettres, nous avons lu vos courriels. Il y a un sentiment d'appartenance très grand à cet espace-là et on est très conscient et très sensible au fait que de très nombreux plaisanciers sont affectés directement par la décision de la Ville de Montréal de se réapproprier, de réapproprier ce secteur-là aux Montréalaises et aux Montréalais. On le sait que ça a des impacts qui sont fortement négatifs et que ça ébranle la façon de vivre de plusieurs d'entre vous. Ce n'est pas une décision, par contre, qui a été prise à la légère. On a regardé différents scénarios. C'est une marina qui existe depuis des années et vous allez le voir, qui a passé à travers de nombreuses étapes qui, malheureusement, n'étaient pas viables à long terme et pour laquelle nous devions investir de très, très grandes sommes pour du à l'identique. Et donc, la Ville de Montréal a décidé, après avoir regardé toutes sortes de scénarios, de transformer complètement cet espace et de sortir de la gestion d'une marina en tant que telle pour en faire un espace qui serait accessible à tous les Montréalais et Montréalaises. On comprend, c'est difficile pour certains. Le sentiment d'appartenance, cet attachement-là que vous aviez à la marina est très fort. Mais ce lieu-là qui est extraordinaire, on est convaincu qu'on va pouvoir en recréer un lien d'attachement aussi fort pour la totalité de la population et avoir vraiment un espace à vocation métropolitain qui profitera à tous et tous. Donc, je suis convaincu que cet aménagement contribuera à l'essor économique de la Chine, mais contribuera aussi à la qualité de vie de tous les Montréalais et Montréalaises. Et je laisse maintenant la parole à ma collègue, Mme Vodanovic, et ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Madame Vodanovic, votre micro n'est pas ouvert. Merci. Excusez-moi. Alors, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à ces 500 personnes qui se sont inscrites à cette présentation. Je pense que c'est une histoire, c'est un record dans l'histoire de la Chine. Le travail en démocratie est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que ça nous permet une grande collaboration. Dans un premier temps, une collaboration entre les élus, entre notre administration est extraordinaire et tous nos citoyens. C'est très exigeant, mais c'est très, très fort et c'est très porteur. Et je l'apprécie. On est en train de la vivre ce soir. Alors, ce n'est que par cette collaboration entre nous tous, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, le politique et l'administratif, c'est ensemble qu'on va réussir à relever les défis de notre époque. On a besoin de cette intelligence collective qui nous unit quand on travaille dans un but commun. Les changements climatiques, vous savez, c'est à la Chine. On les voit beaucoup. C'est parce qu'à cause des changements climatiques, le niveau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent est à des hauteurs records. Et puis, ça cause des dommages sur nos berges qui sont vus par tout le monde, à tous les jours. Et ça nous rend triste de voir qu'on perd nos arbres, qu'on perd notre plus grand trésor. Et on ne veut plus le perdre. Et c'est pour ça, unis avec notre administration et la Ville-Centre,
on va y investir pour faire les choses différemment et pour conserver ce grand trésor qu'on a, qui est public, les berges de la Chine. Je tiens à remercier énormément du fond du cœur notre administration, Stéphanie Hull, qui est directrice des grands projets et qui est directrice en ce moment par intérim à la Chine, ainsi que ses collègues des grands parcs. C'est vraiment ses collègues, Steve Bilodeau-Balati et Georges-Étienne Parent, parce que ce n'est pas dans leurs habitudes de présenter devant 500 personnes. C'est des gens qui travaillent normalement dans l'ombre. C'est nos experts, ceux qui nous conseillent. Et j'apprécie tellement que vous preniez aujourd'hui cet effort de venir présenter votre savoir devant tout le monde. Alors, là-dessus, je vous laisse et merci et bonne présentation à tout le monde. Et ce n'est qu'un début de nos échanges. Merci beaucoup, Mme Vodanovic, et également M. Boudry. Et maintenant, comme on l'a dit, on va passer à la présentation principale de la soirée qui sera faite par Mme Stéphanie Hull, directrice par intérim de l'arrondissement de la Chine. La présentation sera également faite par deux autres intervenants du service des grands parcs du Mont-Royal et des Sports, M. Georges-Étienne Parent, architecte paysagiste, chargé de projet, et Steve Bilodeau-Balati, chef de division, à qui d'ailleurs je cède maintenant la parole. Votre micro aussi. Désolé, mon raccourci. Bonjour à tous, merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui. De ce point, je vais me lancer dans la présentation de la création d'un nouveau parc sur les eaux du lac Saint-Louis vers la démocratisation de l'accès à l'eau. Donc, pour ce qui est du contexte, à la diapositive suivante, on constate que la marina du port de plaisance de la Chine est à l'extrémité, en amont, en fait, du canal de la Chine, qui est un axe important, autant au niveau des activités qu'au niveau du transport actif. Donc, c'est un lieu qui est très stratégique et accessible, donc qui est un endroit vraiment stratégique dans la ville et important. Si on fait un zoom un peu plus précis sur l'espace adjacent exact. Donc, voilà maintenant la marina dans son contexte immédiat. Donc, avec les abords, on a directement la promenade du Père Marquette, on a le Vieux Lachine, on a aussi le parc René-Lévesque de l'autre côté. Donc, géographiquement parlant et physiquement parlant, ce lieu-là est un lieu vraiment privilégié. C'est une longue jetée qui s'avance dans la baie. On est sur l'eau, on est à un niveau de l'eau très bas. On est protégé, puis c'est vraiment ces éléments-là qui distinguent la longue digue de l'ensemble des berges et des espaces riverains qui sont autour, qu'on décide aujourd'hui de vous mettre de l'avant. Donc, sur le plan de la marina comme telle, ici que vous pouvez voir, vous pouvez constater que la marina, ce n'est pas seulement que des quais, c'est un ensemble d'équipements. Dans le fond, c'est pour assurer un service adéquat, on a besoin de plusieurs choses. Puis, vous pouvez voir ici là, un peu la liste des éléments qui le composent. Donc, on a 3 bâtiments, un poste d'essence, un hangar, une piscine, un terrain de tennis, beaucoup de stationnement. Donc, tous ces éléments-là doivent être desservis par aussi une route d'accès que vous pouvez voir qui traverse toutes les environ 750 mètres de long que font la jetée. Pour la suite, je vais passer au contexte plus en chiffres. Donc, il s'agit de la plus grande marina en importance à Montréal, mais également au Québec. Donc, qui contient environ 453 places à quai. L'accès est restreint aux usagers de la marina, qui sont à 95% des utilisateurs saisonniers, qui arrivent au printemps et qui quittent à l'automne. Autrement, le reste de l'année, le site est pratiquement désert, donc est vide. Maintenant, c'est une opération qui est faite par un sous-traitant qui est spécialiste, comme la Ville ne possède pas l'expertise nécessaire pour opérer cet équipement-là. Elle le délègue parce que c'est aussi le seul équipement du genre que la Ville a entre les mains actuellement. Puis, on n'est pas sans savoir que bon, les équipements de la marina étaient déjà dans un état de dégradation avancé.
Puis en 2017 et 2019, c'est ce qui les a portés à leur limite de capacité d'opération. Maintenant, l'investissement requis suite à ça était, pour assurer le maintien, est un investissement de 16,5 millions de dollars. 16,5 millions de dollars, ça se traduit comment? Ça se traduit en 3 grands lots. Donc, les 3 grands lots que je vais vous exposer. Le premier, ce sont la réhabilitation des berges sur une grandeur d'environ 1,5 km pour lesquels une étude d'impact est requise. Donc, on parle ici de délai et de coût. C'est donc le premier gros lot. Après, si on passe vers le deuxième lot, c'est un lot d'infrastructures routières, électriques, sanitaires et pétrolières. On va pouvoir les voir quand on va faire défiler les diapositives prochainement. Et puis, le troisième lot, c'est des travaux de rénovation majeurs sur les 3 bâtiments qui sont présents sur le site. Donc, je vais passer avec vous les diapositives rapidement pour vous faire comprendre un peu l'état de la situation sur le site. Donc, ici, on voit un remblai exposé dû à l'érosion. On voit aussi toute la contamination que ça peut laisser. À la prochaine diapositive, on voit aussi encore une fois l'érosion qui affecte la route, sa fondation, les quais, les équipements aussi électriques. Ici, on voit des bases pour les quais qui sont parfois complètement déchaussés, où l'ancrage de la base est abîmé, même parfois cisaillé ou grandement endommagé, ce qui nous a porté même à fermer 60 quais cette année. La prochaine diapositive, on voit ici un équipement électrique d'éclairage qui doit être localisé, mais qui image aussi que l'ensemble de l'électricité sur le site doit être remise à jour, autant pour sa capacité que pour sa mise à niveau. Ici, on voit les systèmes sanitaires qui sont désuets. Chaque bâtiment a un système sanitaire indépendant qui était traité par une fosse septique à l'époque. Puis, ces équipements sont maintenant désuets. Donc, on a dû les boucher et on doit les pomper de façon hebdomadaire. Ici, on voit le poste, dans la prochaine diapositive, on voit le poste d'essence dont les réservoirs, en fait, sont désuets et à remplacer. Leurs permis viennent à échéance aussi en juin 2021. Ici, on voit un exemple de dégradation des bâtiments qui s'avère généralisée. Les interventions ponctuelles sont si importantes qu'on doit vraiment revoir l'ensemble des bâtiments, même que des démolitions étaient envisagées pour la guérite et reconstruction complète. Donc, on voit également des exemples d'infrastructures qui doivent être mis au goût du jour. Pour la suite de l'explication, je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie Hull de l'arrondissement qui va vous présenter les aspects financiers. Oui, bonsoir. Merci, M. Bilodeau-Balati. Alors, en complément aux informations transmises par mon collègue quant aux investissements requis pour le maintien de l'installation, je vais pour ma part vous présenter les données financières relativement aux opérations de la marina. En fait, les données présentées portent sur une moyenne des 5 dernières années, donc soit les années 2015 à 2019. D'abord, commençons avec les revenus. Donc, la moyenne des encaissements annuels pour cette période est en moyenne de 1,2 million de dollars. Donc, ce qui comprend les revenus, en fait, ce sont les locations des quais, donc les locations à long terme et à court terme, la vente d'essence et les encaissements pour d'autres produits et services divers. En ce qui concerne les dépenses, donc on parle toujours d'une moyenne de dépenses annuelles pour la même période. Donc, ils sont de l'ordre de 1,1 million. Quand on parle des dépenses, sont inclus dans les dépenses d'opération les honoraires de l'opérateur externe, les dépenses d'utilité publique, donc comme Hydro-Québec par exemple, la location de certains équipements, l'achat d'essence et quelques réparations mineures. Donc, ceci représente les coûts d'opération sans égard aux investissements nécessaires pour le maintien des infrastructures dont mon collègue vous a parlé précédemment, donc le 16,5 millions. Alors, on voit que l'activité génère un résultat moyen annuel de plus ou moins 100 000 $. Ce qui est important de mentionner, c'est que c'est sans égard aux autres dépenses qui peuvent être assumées par de multiples équipes de la Ville de Montréal. Donc, en ce moment, dans le budget de la marina, on ne compte pas dans ces chiffres
toute l'implication et les ressources qui sont mises à la disposition de la gestion de cet équipement-là, que ce soit tant au niveau de l'arrondissement que de la ville-centre. Donc, pour l'arrondissement, par exemple, il y a des équipes qui travaillent, qui font des interventions ponctuelles pour des travaux, l'équipe également des finances qui s'occupe de la facturation des quais. Pour la Ville de Montréal, nous avons des équipes également qui sont dédiées à la gestion des contrats, donc les appels d'offres, etc. Donc, ces dépenses-là ne font pas partie du budget de la marina. Alors, donc, il faut noter que malgré les encaissements qui sont supérieurs aux dépenses, les résultats financiers du port de plaisance sont largement inférieurs aux cibles budgétaires de la Ville. Et je vous invite à regarder les données en rouge maintenant. Donc, en moyenne, entre 2015 et 2019, les encaissements sont inférieurs de 212 504 $ par rapport aux cibles budgétaires identifiées par la Ville. Au niveau des dépenses, donc ces dernières excèdent les cibles de 50 872 $ en moyenne. Alors, du point de vue des finances publiques, le port de plaisance enregistre en moyenne un déficit annuel de 263 376 $. C'est donc dire que l'équipement n'atteint pas les résultats escomptés. Et en fin d'année, évidemment, afin d'atteindre l'équilibre budgétaire, ce déficit-là doit être compensé par d'autres budgets de la Ville. Nous avons tout de même analysé la possibilité d'augmenter les tarifs. On peut passer. Merci. Les tarifs donc de location de quai afin d'amortir les investissements qui sont requis pour le maintien de l'actif. Donc, le 16,5 millions, bien entendu. Donc, cette hausse de tarifs aurait pour effet d'augmenter substantiellement le tarif annuel des usagers. Donc, on s'est basé sur les données de la saison 2019, durant laquelle 447 places saisonnières ont été louées pour une moyenne de 1 300 $ par quai. Si on voulait amortir le 16,5 millions d'investissements sur une période de 10 ans, il faudrait que la moyenne des recettes par place à quai passe de 1 300 $ à 4 768 $ par année, ce qui correspond à une augmentation de 366 %. Évidemment, ça nous place dans une situation qui n'est pas compétitive avec le marché. On a également fait l'analyse sur 15 ans et vous voyez les résultats à l'écran. Donc, on se situe à 3 537 $ par année pour une augmentation de 272 %. C'est important de considérer que ici, aucune amélioration de l'offre n'est incluse dans ces chiffres, donc ni la réfection de la piscine, ni la réfection des terrains de tennis. On parle vraiment d'un maintien de l'installation, comme l'a souligné mon collègue précédemment. Par ailleurs, si l'investissement requis pour mettre l'équipement à niveau devait être entièrement financé par la Ville, ceci équivaut à un investissement à même les fonds publics à hauteur de 36 000 $ par place à quai, sans prendre en compte le déficit d'opération. Alors, sur ce, je cède la parole à mon collègue Georges-Étienne Parent qui vous présentera l'historique de gestion du port de plaisance. Georges-Étienne, votre micro, s'il vous plaît. Pardon et bonjour. On ne désire pas aujourd'hui vous faire une histoire complète de la navigation de plaisance à la Chine, mais plutôt vous faire un aperçu de l'histoire du port de plaisance comme équipement de la Ville de Montréal, parce que ça démontre assez bien la position dans laquelle la Ville se trouve pour prendre la décision qui est prise aujourd'hui après 35 ans d'encadrement de cet équipement-là. Donc, la première grande période se situe des années 86 à 95. Donc, en 86, le bail qui liait le Club nautique Iroquois à Parc Canada autrefois est transféré à la Ville, puis aussi le site du port de plaisance est cédé à la Ville de la Chine. Pendant ces années-là, dès le début, la Ville de Montréal fait l'aménagement du site pour en faire une marina moderne. Donc, c'est à ce moment-là que les bâtiments sont construits, que la route est construite aussi, puis que les quais, puis tous les équipements associés à l'opération de la marina sont aménagés au profit du Club nautique. Il y a une entente entre le Club nautique et la Ville de la Chine
pour que ces investissements-là soient remboursés à même des loyers qui sont étalés dans le temps de façon à leur permettre d'absorber cet investissement initial-là. Par contre, avec le temps, puis avec des ajustements de loyer, puis des conventions, des ententes, on se retrouve en 1995 où le Club nautique iroquois n'est plus en capacité de payer son loyer, doit donc faire faillite. Puis les actifs du Club nautique iroquois, donc l'équipement de la marina tel quel et le site, sont seulement les équipements, puisque le site appartenait déjà à la Ville de Montréal, mais sont transférés à la Ville de Lachine. Suite à ça, pour encadrer l'opération du port de Plaisance, on a un OBNL qui est créé, qui s'appelle Noberge, qui est un organisme qui non seulement doit s'occuper de la gestion du port de Plaisance, mais un organisme qui doit aussi faire la promotion du potentiel récréo-touristique des rives de la Chine et de la Salle. C'est un mandat qui est large, somme toute assez complexe, et du niveau par rapport à l'autofinancement, ça s'avère assez rapidement difficile. Puis les objectifs, puis le maintien de l'actif aussi est difficile. Pendant ces années-là, en 2002, il y a une subvention qui vient de la communauté métropolitaine de Montréal qui permet la mise à jour des quais, puis l'ajout de places pour les grandes embarcations à hauteur de 2 millions. Par contre, il y a toujours des difficultés de ce point-là. Déjà en 2006, après les fusions, donc l'arrondissement de la Chine dépose un mémoire au conseil d'arrondissement, au conseil d'agglomération, pardon, pour signifier qu'il jugeait qu'il n'avait pas les pouvoirs politiques ni financiers pour supporter cet équipement-là. Bon, mais quand même, on continue le modèle jusqu'à 2012 où, par nécessité, donc, on restreint le mandat de Noberge. Puis, il y a une refonte de l'organisme qui fait que ça devient la Société de gestion du port de Plaisance qui a un mandat restreint, vraiment focusé sur le port de Plaisance. Puis, encore une fois, l'autofinancement et le maintien de l'actif est difficile. Puis, il y a un retard d'investissement qui s'accumule. Puis la Ville de la Chine continue à avoir des difficultés à supporter de façon indépendante cet équipement-là, ce qui fait qu'en 2015, il y a un transfert de l'aménagement et du maintien qui est délégué aux services centraux de la Ville de Montréal, donc au service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Depuis, comme mon collègue vous l'a expliqué un peu plus tôt, c'est un sous-traitant spécialiste qui s'occupe d'opérer. Et puis, entre-temps, il y a des travaux d'amélioration qui sont faits, mais il y a aussi une désuétude qui continue de progresser. Puis, on se retrouve maintenant en 2020 avec un investissement requis de 16,5 millions qu'on doit adresser pour pouvoir opérer, ne serait-ce que l'année prochaine. Donc, ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que la Ville a toujours investi puis supporté cet équipement-là depuis que c'est sa responsabilité en 1986, malgré le fait que ça n'a jamais été une opération rentable. Donc, à travers les différents modes de gestion qui ont été essayés à travers le temps, l'autofinancement n'était pas possible. Puis, quand il y a eu amélioration de l'équipement et maintien, bien, ça a toujours été par des investissements de subventions publiques, que ce soit l'argent de la communauté métropolitaine de Montréal ou des services centraux. Puis, finalement, bien, aujourd'hui, ce qui est un obstacle supplémentaire, c'est certain qu'en ayant à déléguer l'opération de cet équipement-là, il y a des frais additionnels qui sont encourus. Donc, c'est une expérience qui nous place dans une position où, comme l'investissement qui doit être fait est tellement grand, c'est certain qu'on doit faire cette décision-là à la lumière de l'expérience qu'on a eue avec l'équipement. Puis ça explique, je pense, assez largement ce qui fait qu'on en est venu à essayer de trouver des modèles alternatifs puis à explorer les options qu'on avait. Je vais repasser la parole à mon collègue Steve Bilodeau-Balatti. Merci beaucoup, Georges-Étienne. Donc, dans la première partie de la présentation que vous venez de voir, on constate une grande désuétude qui nécessite un positionnement à long terme.
Oui, parce qu'on a besoin d'investir, on a besoin de revoir la quasi-totalité de l'équipement. Donc, premier constat. Deuxième enjeu qui est nommé, c'est l'opération qui est historiquement déficitaire. Donc, comme l'a mentionné mon collègue Georges-Étienne, malgré les 35 ans d'essais à essayer de maintenir cet équipement-là, on arrive face à un constat. Puis le troisième enjeu, c'est la question de la représentativité puis de l'acceptabilité par rapport à l'investissement requis. Donc, le montant de l'investissement pour qui il sera fait de la part de la Ville de Montréal. Donc, par la suite, avant de prendre la décision de changer la vocation du site, il est certain qu'il y a d'autres scénarios qui ont été évalués. Donc, d'abord, bon, le maintien qui était financièrement insoutenable par la Ville, comme on l'a vu précédemment. C'est un équipement qui est aussi réservé à une clientèle membre, donc privée, client de la marina, ce qui a fait en sorte que cette option-là a été écartée. En deuxième lieu, on a la vente et la cession de ce lieu-là. Comme la Ville a des objectifs de protection et d'augmentation des espaces verts, mais aussi des objectifs d'augmentation des accès publics aux berges, c'était un peu malvenu de penser se départir de cette magnifique digue-là et de ce magnifique espace qui pourrait être donné à l'ensemble des Montréalais. C'est pour ça que la deuxième option a été également écartée. Maintenant, si on passe à la troisième option, l'option hybride. L'option hybride, c'est une idée qui est séduisante à première vue, mais lorsqu'on prend le temps de l'appliquer, on se rend compte qu'il y a plusieurs grands défis. Premièrement, la configuration du site qui est très longue et étroite, qui doit comprendre aussi une grande quantité d'équipements pour opérer la marina, amène un grand défi ou peu d'espace résiduel, je peux dire, pour créer un parc. Donc, on comprend qu'on a une longue digue, très étroite, beaucoup d'espace de stationnement, de rampes à bateau, de hangars, des pompes à essence, beaucoup d'équipements. On est aussi dans l'ensemble des bâtiments sur le site, puis après, on a peu d'espace pour pouvoir créer un parc qui serait aussi intéressant pour l'ensemble des citoyens pour y aller. Donc, premier grand constat. On peut aussi se dire, si on arrive à réduire le nombre de bateaux dans cette proposition-là, on peut donner plus de place au parc, mais ce que ça dit, c'est qu'on augmente encore la charge de la Ville par rapport à l'investissement. Donc, on augmente puis on diminue le nombre de revenus par rapport à l'équipement d'une marina quand même. Donc, la question de la performance financière demeure une problématique. Par la suite, il y a aussi la question de la conciliation entre les plaisanciers et le public. C'est un enjeu qui avait déjà été aussi soulevé dans le passé et même les plaisanciers comme tels ne se disaient pas très favorables à cette option-là aussi d'emblée par rapport à cet enjeu-là. Puis, évidemment, il y a aussi des potentiels de conflits sur le site si on a ce genre d'opération-là qui se côtoie vraiment dans un si petit site. Donc, c'est les raisons pour lesquelles nous avons écarté le projet hybride de la marina et du parc pour finalement retenir la solution de réaffecter le site du port de plaisance de la Chine pour en faire un parc dont la mission est de démocratiser l'accès à l'eau et aux activités nautiques. Dans le fond, c'est de faire de ce site-là au potentiel extraordinaire un parc où les Montréalais pourront aller toucher, explorer et s'approprier l'eau à leur façon. C'est pour ça qu'on a besoin de vous tous pour la suite. Donc, pour vous présenter la vision de ce nouveau parc-là, je passerai la parole à mon collègue Georges-Étienne. Oui, bien, effectivement, on est très content de pouvoir vous présenter cette esquisse-là. Ce qu'il faut comprendre à propos du plan qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que c'est une vision qu'on a mis de l'avant pour se donner des outils pour tester nos hypothèses, pour voir comment les objectifs qu'on se donnait pouvaient être mis en espace, puis aussi pour créer une vision suffisamment fédératrice là, de cet espace-là qui nous permettrait de bien communiquer avec les gens, puis de créer un intérêt. Donc, ce schéma-là que vous avez sous les yeux, bien évidemment, va être appelé à évoluer beaucoup.
puis à profiter de toutes sortes d'expertises, puis surtout va faire l'objet, c'est le début d'une longue démarche de conception puis pour nous permettre d'avoir les autorisations pour procéder. C'est pour ça que le parc ne sera pas ouvert l'année prochaine, ça va être ouvert en 2025. C'est le début d'une démarche à laquelle on souhaite travailler là, avec la compétence des citoyens, avec les organismes locaux, pour créer quelque chose de vraiment unique là, dans un bassin qui est compris entre le parc René-Lévesque et les rives de la Chine, qui est un espace très intéressant. Je vais vous présenter les objectifs qu'on s'est donnés. Il y en a 4. Donc, le premier grand objectif, bien évidemment, c'est d'ouvrir ce site-là au public. Entre autres, c'est certain qu'on veut y aménager un réseau de sentiers qui va être un réseau qui sera complémentaire de tous les beaux aménagements qu'on a déjà au parc René-Lévesque sur les berges de la Chine et surtout qui est connecté de façon idéale là, avec l'axe du canal La Chine. Donc, ça devient un ensemble cohérent puis très, très bien soudé. Ensuite, quelque chose qui sera important, ça va être de bien insérer une programmation qui va être active, qui va être innovante, qui va être en accord avec l'environnement qu'on souhaite faire pour elle. Puis aussi que cette programmation-là soit élaborée sur 4 saisons pour vraiment profiter du climat qui est le nôtre, qui a 4 saisons très marquées. Donc, c'est un espace qui est complémentaire de tout ce qui se trouve autour. L'objectif suivant est de réhabiliter écologiquement ce site-là. On vous a déjà parlé des grands besoins qu'il y avait au niveau des berges. C'est un travail complexe qu'on a à faire, mais qui est important, surtout sur un site qui est aussi étroit. Ensuite, il y a des grands besoins en revégétalisation sur la péninsule au complet. On propose aussi la création d'un milieu humide où se trouve actuellement le hangar, le stationnement. C'est une stratégie qui permet encore de diversifier là, les habitats, les paysages de ce site-là, puis qui aussi pourra nous donner une capacité potentiellement de compenser où on aurait de la stabilisation de berge à faire quand le site est très étroit, puis où on se trouve, vous avez vu dans les photos un peu plus tôt comment l'érosion maintenant est rendue jusqu'à la route. Donc, ça nous permet de créer un équilibre sur place. Puis ensuite, il y a plusieurs techniques d'amélioration de la qualité de l'eau qu'on veut mettre en place. Les berges, les bandes riveraines efficaces, c'est certain que c'est très important, déminéraliser. On a aussi proposé l'installation d'îlots flottants végétalisés sur le bassin qui se trouve entre le canal et le parc René-Lévesque, qui permettrait aussi d'améliorer la qualité de l'eau, de diversifier les habitats. Je me permets une parenthèse à ce sujet-là. On peut passer à la diapositive suivante. Il y a un petit peu une dichotomie avec le port de plaisance. C'est certain que l'expérience que les gens en ont, on est d'accord, c'est une très belle image. On profite d'une rangée d'armatures. Puis, la verdure avec l'eau, la configuration du site, c'est extrêmement intéressant. Par contre, quand on regarde une vue aérienne, c'est là qu'on saisit vraiment la quantité d'équipements qui sont requis par le port de plaisance, puis qu'on comprend que le port de plaisance, c'est beaucoup plus que des quais. Ce qui fait que, somme toute, on cherche à faire des gains assez réels là, en termes d'espace vert sur cette péninsule-là. Donc, pour le moment, cette péninsule-là est minéralisée et construite à 62 %. On souhaiterait faire passer ce ratio-là après notre intervention à peu près 20 % qui se trouvent des surfaces pavées, construites et minérales pour que le végétal puis le milieu humide là, viennent occuper presque 80 % de l'espace. On pense que c'est des gains qui sont réels puis qui sont importants pour le milieu qu'on a là. L'objectif suivant, puis c'est vraiment le cœur de la démarche qu'on a ici, puis c'est on l'espère, l'âme du projet qui s'en viendra, c'est d'offrir un accès public à l'eau. Il faut comprendre que c'est un site qui est vraiment unique, qui a la caractéristique d'être étroit, puis aussi la caractéristique d'être plutôt bas par rapport au niveau de l'eau. Donc, c'est vraiment une opportunité pour un contact super étroit. C'est certain qu'on a besoin pour ça
d'une présence du public sur l'eau. Donc, on veut élaborer un programme nautique qui va être enrichi, qui nous permet d'élargir cette clientèle-là, puis de profiter aussi de toute l'expertise locale des organismes qui sont présents, de façon à ce que les voiliers, les kayaks, les canots, les planches à rames, les paddleboards, le kitesurf soit présent dans les eaux du secteur, puis on veut parler avec eux pour voir comment l'équipement qu'on veut développer pourrait répondre à leurs besoins de façon à ce que l'histoire du nautisme, en fait, se poursuive, mais en évoluant. Donc, c'est certain qu'on comprend que de 1825 à 1925, c'est une navigation qui est commerciale, industrielle. De 1925 à 2025, on parle de la navigation de plaisance. Puis à partir de l'ouverture de ce parc-là, bien, on considère ça comme une évolution de ce paysage-là et non pas comme la fin de l'histoire de la présence des gens sur l'eau à la Chine. Puis aussi, on veut se servir des équipements de la marina qu'on a sur place. On a beaucoup de quais qu'on souhaite réutiliser pour aménager une promenade là, flottante qui permettrait une expérience assez unique, même à ceux qui auraient moins le pied marin. Donc, ça sera très important dans la démarche. Puis finalement, le dernier objectif, bien, c'est d'étudier la faisabilité de la baignade. On est en train de mener des tests de qualité de l'eau qui vont s'échelonner sur plusieurs années. Pour le moment, ce qu'on considère certainement, c'est de se servir des équipements qu'on a pour aller plutôt vers une baignade en eau libre ou à partir de plateformes que pour l'aménagement d'une plage. Donc, aussi de parler avec les gens de la société de sauvetage, pardon, de façon à ce qu'ils puissent encadrer les pratiques, puis les équipements pour que ça soit sécuritaire. Puis, dans tous les cas, bien, comme je vous expliquais un peu plus tôt, c'est qu'on met en place des mesures pour que la qualité de l'eau s'améliore à court, moyen et long terme. Donc, ce qu'on veut proposer avec ça, bien, vraiment, c'est une vision à long terme pour le site du port de Plaisance. C'est-à-dire qu'on cherche à rallier les clientèles qui sont déjà présentes, à en créer des nouvelles, puis à développer le schéma d'aménagement final avec eux de façon à bien répondre à leurs besoins. On veut aussi maintenir des éléments de navigation qui sont présents dans le secteur. Donc, les navettes fluviales, les bateaux-bus vont rester présents pour permettre aux gens de naviguer vers Châteauguay ou de faire la navette entre les différents parcs des rives de la Chine. On veut aussi créer un lien avec le parc René-Lévesque au-dessus du canal de façon à ce que les deux équipements soient vraiment complémentaires, en fait, puis agissent comme un grand parc avec un superbe bassin au milieu. Ces deux équipements-là, il faut dire, relèvent du service des grands parcs du Mont-Royal et des Sports, donc le parc René-Lévesque et le port de Plaisance. Puis on investit vraiment, en fait, pour l'avenir des activités nautiques à la Chine, puis pour redonner ce site-là de façon dans la durée, dans le long terme. Ça présente aussi des opportunités. On voit un peu la transformation du paysage qui pourrait suivre ça. Ce qu'on cherche à créer, c'est un environnement où les gens peuvent profiter d'un morceau de nature assez spécial au cœur de la Chine, puis aussi un endroit où ils pourront pratiquer des activités dont l'offre n'est pas beaucoup présente dans l'encadrement puis dans la façon de les pratiquer. On pense qu'on a quelque chose d'unique, d'original puis d'agréable à proposer. Ça permet aussi d'aménager des opportunités. Je pense qu'il y a une vision qui pourrait croire que de mettre cet investissement-là sur le site du port de Plaisance de la Chine. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Que les énergies qui sont investies sur le port de Plaisance de la Chine, c'est quelque chose qui se fait en dépit des autres espaces, mais ce n'est pas le cas, en fait. Hein, c'est un geste qui est posé par le service des grands parcs pour améliorer les espaces dont il est responsable. Puis c'est une opportunité aussi pour travailler comment ces espaces-là sont accrochés entre eux. Il y a certainement un travail à faire au niveau
de l'arrimage entre le canal Lachine, le port de Plaisance et le parc René-Lévesque et le vieux Lachine, la promenade du Père Marquette, de façon à créer un seuil plus convivial, plus clair. Il y a certainement un travail à faire aussi au niveau du parc René-Lévesque pour assurer un lien entre ces deux espaces-là, puis avoir une meilleure fluidité aussi entre l'espace du stationnement pour créer là aussi un second seuil pour rendre un peu plus grandiose finalement l'entrée dans ces parcs-là qui sont vraiment uniques. Puis finalement, une opportunité énorme. Écoutez, on sait que les berges du parc René-Lévesque sont assez maganées. Elles aussi ont besoin de solutions contre l'érosion. Pour travailler à la stabilisation des berges, on a besoin d'une étude d'impact sur l'environnement. On parle d'environnement récepteur, puis à l'intérieur d'un plan décennal d'intervention qui est en développement maintenant. Puis on pense appliquer en fait pour le port de Plaisance et le parc René-Lévesque aussi, comme deux projets qui vont évoluer en parallèle parce qu'il y a un grand besoin finalement d'intervenir dans les berges. Puis ça, c'est à l'échelle du réseau des grands parcs au complet. C'est une problématique généralisée. Donc, j'espère que ça vous rend enthousiaste. Je vais repasser la parole à mon collègue Steve Bilodeau qui va vous parler des prochaines étapes. Merci beaucoup. Bon, pour la présentation qui vous a été faite, le projet qui vous a été avancé par mon collègue, le budget estimé est à 25 millions. Donc, ça reste un budget qui est basé sur cette proposition-là. Sachant que la proposition va être appelée à évoluer aussi, on va pouvoir préciser le budget en conséquence. Donc, pour ce qui est après ça des prochaines étapes, je vous parlais de préciser le budget en fonction des besoins par rapport au programme. On va aller voir les gens pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les différents clubs, les partenaires. Donc, dès l'an prochain, on compte la fermeture, il y aura la fermeture de la marina. Donc, cette année, dès l'an prochain, on a une programmation saisonnière intérimaire qui commence. Et puis, on aura aussi les participations citoyennes pour commencer à vraiment travailler ensemble. Et bien entendu, on aura aussi des rencontres avec les autres partenaires entre-temps pour poursuivre l'avant-projet, la conception et la consultation qui vont s'étirer aussi sur cette année et l'an prochain. Mon collègue parlait aussi de l'étude d'impact sur l'environnement. C'est un processus qui est long, 2 à 3 ans, donc on le voit ici. Et puis, processus sur lequel suit la réalisation pour une fin de travaux prévus en juillet 2025. Donc, finalement, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est un grand changement, mais c'est surtout la démocratisation d'un site d'exception qui s'inscrit dans la vision de Montréal de redonner des berges à l'ensemble de ses citoyens. On n'est pas sans savoir que ça fait des mécontents, mais ce qu'on souhaite que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas d'une décision contre les plaisanciers, mais bien d'un projet pour la collectivité. Donc, merci beaucoup, et en espérant que vous serez des nôtres pour les prochaines étapes. Merci beaucoup, M. C. Bilodeau-Balatier, M. Parent, Mme Houle, pour ces précisions, ces informations qui étaient très claires. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions et réponses de cette soirée d'information et nous avons reçu près d'une centaine de questions, donc quelques sous-questions. Et nous allons tenter évidemment d'y répondre avec le temps qu'il nous reste, mais on en a quand même, on a du temps pour répondre à plusieurs. Et celles-ci, évidemment, ont été regroupées par thème pour éviter la répétition. Alors, je vous rappelle que les questions et les commentaires qui ne respectaient pas le décorum ou qui contenaient des propos déplacés n'ont pas été retenus. Donc, pour le fonctionnement, moi, je vais lire les questions et j'inviterai la personne concernée à y répondre avec concision. Et j'insiste sur le mot concision. On essaie de garder ça le plus clair, le plus simple, le plus court possible. Évidemment, les intervenants feront de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes. Par contre, il est possible qu'ils ne soient pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Et si c'est le cas, nous prendrons votre question et nous y répondrons dans un document que nous partageons à tous les participants par courriel sur le site montréal.ca et dans la page du projet. Donc, à la fin, dans quelques semaines, on va regrouper toutes les questions qu'on a reçues ce soir et dans la section Q&R de la plateforme qu'on utilise ce soir et les questions qu'on a reçues avant. Et on va regrouper tout ça dans un document qu'on va vous faire parvenir par courriel. Donc, on va commencer par les questions. On a reçu des questions qui ont été, comme je l'ai dit tantôt, qui ont été regroupées par thème. Et donc, il y a des questions qui se regroupaient. Donc, une question qui nous vient de M. John Forgati, Alain Jolicoeur, Marie-Christine Lacasse, Linda Hébert, Nathalie Morin, Sylvie Dessureau, Maxime Foucault,
Michael G. Langto, Dominique Blanchet, Stéphane Brabant, Daniel Chartier. Donc, ce sont des questions, comme vous le voyez, qui sont très populaires. Pourquoi, premièrement, c'est une question en 2 volets et je vais l'adresser à M. Steve Bilodeau-Baladi. Donc, première question, pourquoi ne pas proposer un projet mixte intégrant la marina au projet présenté? Et deuxièmement, comment l'arrondissement propose-t-il de maintenir ou d'accroître l'accès à la diversité des sports nautiques en fermant la marina? M. Bilodeau-Baladi. Merci beaucoup. Je ne m'étendrai pas sur la question du projet hybride. Je vais vous rappeler les éléments principaux qui ont mené au fait qu'on n'a pas retenu cette option-là. Donc, d'abord, la configuration du site longue et étroite avec un grand besoin en infrastructure qui laisse peu d'espace résiduel. La performance financière de la marina qui demeure problématique, même si aussi on envisageait réduire le nombre de bateaux. La conciliation entre les plaisanciers et le public, donc qui est aussi un enjeu, et le conflit entre les usages récréatifs sur l'eau, puis aussi les bateaux. Donc, si on garde une partie dédiée aux bateaux, on a moins d'espace pour aussi la gamme d'activités offertes sur l'eau des autres activités. Donc, pour ce qui est du deuxième volet de la question, qui était plutôt de comment accroître les accès à la diversité des sports nautiques sur l'eau, d'abord, c'est d'une part, en enlevant les bateaux des berges, on va aussi maximiser l'espace sur le plan d'eau pour pouvoir en profiter. On vise aussi améliorer la qualité de l'eau comme on vous l'a présenté dans la présentation, là, de diverses façons, mais aussi consulter et entamer la discussion avec tous les clubs qu'on a déjà aussi abordé, certains clubs locaux déjà. Donc, consulter l'ensemble des gens qui sont intéressés aussi à participer à des activités sur l'eau dans ce secteur-là. On veut faire une plateforme qui soit vraiment inclusive pour tous. Donc, on veut aussi participer inclure la société de sauvetage pour s'assurer que les choses soient bien faites avec des pratiques sécuritaires. Puis, évidemment, on veut réutiliser les quais là, pour s'en servir, autant pour la promenade, mais aussi pour desservir les besoins des différents clubs et activités potentielles. Donc, ça fait pas mal le tour de la réponse. Parfait. Bien, je vous garde, M. Bilodeau-Baladi. Elle n'est pas trop loin parce que la prochaine question est également pour vous. Elle nous vient de Marc-André Beaune, Jacques Robitaille et Michael J. Langto. Une question en 2 volets. Le premier, pourquoi ne pas investir dans les berges publiques existantes? Et deuxième volet de la question, pourquoi ne pas se réapproprier les berges du littoral des 10 parcs actuels de ce secteur? Bon, bien. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'investissement en port de plaisance est requis. Donc, la vocation change ou qu'elle demeure, l'investissement au port de plaisance, il doit être fait. Donc, ça ne veut quand même pas dire qu'on ne peut pas investir dans les autres parcs quand on investit au port de plaisance. On sait qu'il y a le désir aussi de la population de vouloir accéder à ces berges. Donc, il y a des enjeux de berges partout. Donc, c'est sûr qu'il y aura d'autres interventions qui seront faites. Pour ce qui est aussi, dans le fond, le choix qui est fait sur la manière d'investir. Donc, on saisit plutôt l'opportunité de la désuétude puis de la situation géographique exceptionnelle pour créer un site là, incomparable aux autres activités, aux autres sites, à l'offre qui est dans les autres sites autour, en fait. Donc, on veut amener quelque chose de différent puis qui viendrait compléter l'ensemble des parcs autour, adjacents. Parfait, merci beaucoup. On a beaucoup parlé d'argent ce soir et on est en voyant les commentaires qu'on nous envoie. Effectivement, la question financière est au cœur de plusieurs préoccupations. Question qui nous vient maintenant de Sylvain Terrien, Vincent Harel-Bondoc, justement en lien avec la question financière. 3 volets dans la question. Où la Ville va-t-elle trouver l'argent pour le projet? Deuxième volet, qui paiera pour le parc? Et troisièmement, est-ce que nos taxes municipales servent à éponger le déficit annuel du port de plaisance? Question que j'adresse à Mme Stéphanie Houle. Oui, merci. Alors, le port de plaisance est un équipement sous la responsabilité des services centraux, mais son opération et son entretien est délégué à l'arrondissement. Alors, le déficit budgétaire de l'opération du port de plaisance doit être équilibré, évidemment, en fin d'année, à même le budget d'opération de la Ville. Par ailleurs, quand on parle d'investissement pour le maintien de l'actif, donc tous les budgets d'investissement sont des budgets de la Ville-Centre et ainsi que les investissements à prévoir, qu'on vous a annoncé tout à l'heure, le 25 millions pour le réaménagement pour ce projet-là, provient également des budgets de la Ville-Centre et non ceux de l'arrondissement.
Parfait. Merci, Mme Hull. Question maintenant qui nous vient de M. Danny Brunet, Marie Guertin, Laurent Znati, Pierre Bourgeois, Sylvie Lavoie et Pierre Antonuc. Une question à deux volets, en fait deux questions. Pourquoi ne pas mieux exploiter le parc René Lévesque et les autres parcs de la Chine pour ce projet? Et pourquoi créer un autre parc et choisir l'emplacement de la marina pour l'établir? Question que je vais adresser à M. Steve Bilodeau-Balati. Merci. Donc, d'abord, c'est important de savoir que la Ville ne cherchait pas à créer un nouveau parc d'emblée. Elle était plutôt face à un déficit historique de l'équipement, puis à sa désuétude. Donc, investir pour maintenir l'opération de cet équipement-là, qui était réservé à une clientèle privée, là, même l'argent des fonds publics, ce n'était pas une solution qui était envisageable. Donc, c'est pourquoi l'opportunité a été saisie de changer la vocation de ce lieu-là. Maintenant, faire du port de plaisance, un parc de destination, on juge que ça va permettre aussi de compléter l'offre, comme je le disais tout à l'heure, en liant aussi l'ensemble des parcs. Donc, comme je vous ai parlé, c'est un espace qui est vraiment différent des espaces autour, puis qui est dans un endroit vraiment stratégique. Donc, on juge qu'il va attirer la clientèle, mais il va aussi permettre de lier l'ensemble des réseaux, autant des sentiers que des parcours, des différents parcours. Parfait. Merci beaucoup. Question maintenant qui nous vient de M. Michel Ladouceur et François Morissette. Pourquoi détruire une marina alors que la navigation a été un élément tellement important dans le développement de la ville de la Chine? Et deuxièmement, comment l'historique de la marina sera-t-il préservé et même valorisé? Question encore pour vous, M. Bilodeau-Balati. Donc, effectivement, pour nous aussi, c'est un aspect qui est très important, l'aspect de la navigation, parce qu'on sait que c'est quand même au cœur du lieu, c'est fait partie de l'esprit du lieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la navigation, comme l'a mentionné mon collègue tout à l'heure, la navigation a évolué au fil du temps à cet endroit-là. Donc, on est passé par les postes de traite de fourrure avec une vocation industrielle, commerciale, avec la construction du canal. Puis après, on a migré vers une vocation qui était plus de navigation de plaisance, qui nous mène aujourd'hui au virage qu'on est en train de vivre, qui nous mène à la démocratisation de l'accès à l'eau en priorisant des activités nautiques qui sont actives. Mais ceci dit, la présence des embarcations de la Chine est aussi, des embarcations à la Chine est aussi importante, effectivement, par son caractère historique. Donc, on ne prévoit pas enlever les bateaux de la baie. Donc, la marina du Club des pêcheurs va demeurer, la navigation sur le canal va assurément rester, l'écluse va rester. On garde aussi les navettes fluviales, bateaux-bus, et aussi des embarcations là, de nos collègues à la police, au service des incendies et de la garde côtière. Donc, mais on juge qu'il s'agit en fait d'un paysage où les activités nautiques vont évoluer puis s'adapter pour permettre l'accessibilité à plus de gens avec une empreinte écologique qui va être moindre. Parfait, merci beaucoup. Question maintenant qui nous vient de M. Gilles Trottier et Martine Légaré. En fait, on veut savoir quelles seront les retombées économiques estimées d'un tel projet par rapport à la marina actuelle. Là, je m'adresse peut-être à Mme Maya Vodanovich, la mairesse de l'arrondissement. Votre micro. Mme Vodanovich, votre micro n'est... Ah, parfait. Oui, j'étais à la mauvaise place. Alors, oui, retombées économiques de ce nouveau projet, on pense que c'est un projet qui va même aller chercher plus de retombées économiques que la marina, parce qu'il va attirer beaucoup plus de monde. On veut devenir une destination de villégiature pour nos gens à nous, pour les Lachinois qui vont pouvoir aller se baigner, louer des canots, vraiment profiter de l'eau, et aussi probablement pour les gens de Montréal et les gens de l'ouest de l'île. On est à la jonction des deux. Alors, si tous ces gens-là viennent, qui passent déjà en vélo le long de la piste du canal ou qui empruntent le Lake Shore et se rendent chez nous, bien, tous ces gens, maintenant, vont avoir une raison de rester et de profiter de nos restaurants. Puis on espère qu'ils vont de plus en plus être florissants et qu'il y aura de plus en plus de commerce pour servir tous ces gens qui vont venir prendre un peu de repos à la Chine. Parfait. Merci beaucoup.
Alors donc, question maintenant de Louis P. Bélanger, Daniel Rousseau, André Joannette, Michael G. Lanto et Carl Tremblay. En fait, une question à deux volets, encore une fois. L'administration municipale a-t-elle demandé et obtenu une étude d'impact socio-économique de ce changement de vocation? Et deuxièmement, les commerçants locaux à proximité de la marina ont-ils été consultés? J'adresse maintenant cette question à M. Robert Baudry. Merci beaucoup, M. Tessier. Une question qui fait écho à la question précédente au niveau des impacts économiques. Pour répondre clairement, non, il n'y a pas eu d'études économiques qui a été faite à ce jour. On se base vraiment sur les connaissances qu'on a actuellement pour l'urgence d'agir. Mais je veux juste rappeler que c'est quand même un projet d'une très, très, très grande qualité qui est présenté ici aujourd'hui, de vocation métropolitaine. Donc, son impact économique sera clairement présent ici parce que c'est un projet d'une très grande qualité. C'est sûr que les commerçants et les citoyens, dans le processus du développement du projet, seront consultés à certains égards. Ça, il n'y a pas de problème. Je vous rassure aussi, il y aura des études qui vont être menées. Il y aura une étude socio-économique qui va être menée dans le cadre des études environnementales. Donc, ça sera fait aussi. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne maintenant avec une autre question, cette fois-ci de M. Sylvain Dubois, Nathalie Galarneau, Roger Parent et Michel Galarneau. 4 volets dans la question, en fait, que je vais adresser à Mme Houle. Premièrement, que faites-vous pour les plaisanciers de passage? Deuxièmement, le canal Sud sera-t-il fermé pour la circulation des embarcations nautiques? Troisièmement, est-ce que les Lachinois auront accès à des quais en 2021? Et dernier volet de ce bloc de questions, est-ce que les Lachinois auront priorité à la marina des Anglers? Madame Houle. Merci. Alors, la marina, sous sa forme actuelle, comme mentionné précédemment, cessera ses opérations à la fin de la présente saison. Cependant, la question des plaisanciers de passage devra être abordée, là, comme les autres questions, lors des consultations citoyennes, mais il est certain que certains services seront réduits. Concernant plus précisément les quais des Anglers, donc du Club des pêcheurs et chasseurs sportifs, la Ville a fait part de sa volonté de les conserver, mais le mode de gestion demeure à déterminer. Parfait. Merci beaucoup. Question maintenant en anglais from Mr. Peter Lenihan. Where is the mandate to close down the largest marina in Quebec? And second part of the question, where are the federal and provincial environmental impact studies? Alors, si je peux me permettre de traduire librement, là, où est le mandat pour fermer la plus grande marina au Québec? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des études, que ce soit fédérales ou provinciales, des études d'impact environnemental qui ont été faites, soit par le gouvernement fédéral ou provincial? Et j'adresse cette question à M. Georges-Étienne Parent. Oui. Ben, c'est certain que c'est une décision. En fait, il n'y a pas de mandat pour fermer une marina. C'est vraiment une réaction face à un équipement qui a des problèmes, qui a des problèmes de problèmes de désuétude, puis besoin d'un investissement important maintenant. Puis c'est une décision qui est prise à la lumière de 35 ans d'expérience de cet équipement-là à la Ville de Montréal. Donc, ce n'est pas une décision idéologique, c'est une décision qui est faite, je pense, pour le plus grand bien de la population, puis pour la représentativité des investissements qui sont faits. En ce qui a trait à l'étude d'impact, comme je vous mentionnais un peu plus tôt, de toute façon, pour stabiliser les berges, une étude d'impact environnemental est requise. Cet impact-là portera à la fois sur les berges du port de Plaisance, mais aussi sur les berges du parc René-Lévesque. Donc, c'est des éléments qui sont à venir puis qui sont requis pour qu'on ait les autorisations de procéder avec les projets qu'on vous présente aujourd'hui. Should I do it in English, maybe? Quick. Good for Mr. Yes, please. Yeah, we don't have a mandate per se. It's basically a pragmatic decision that we make in a situation where we have an equipment that's underperforming in terms of finances and that really needs a huge investments right now. So it's not an ideological decision. I mean, we were not sent with a political demand to close marina. It's just that we have to deal with this
this asset that we have, and we're just basically taking the better decision we think for this equipment and for the population. So the investment that we make serves as many people as possible and the local population too. And for the environmental studies, they're basically required to obtain the authorization from the Ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. This étude d'impact environnementaux will be for both the Port de Plaisance and the Parc René Lévesque. So it's a great opportunity to work on lots kilometers of shorelines in that sector. Thank you very much, M. Parent. Question maintenant de M. Simon Chamberlain. La fosse septique et le réservoir d'essence présentent-ils des menaces écologiques pour le fleuve? Et comme ça parle d'environnement, j'aurais tendance à diriger cette question vers M. Bilodeau-Balati. Merci. Bon, c'est effectivement des systèmes qui sont en fin de vie utile. Par contre, pour ce qui est du système sanitaire, dans le fond, le système comme tel, chacun des systèmes, les 3 systèmes, ont été bouchés et sont pompés, donc pour éviter tout risque. Pour ce qui est du système pétrolier, on sait que le permis vient à échéance l'an prochain. Il y a des tests qui auront lieu au cours de l'été pour s'assurer que le risque est bon et géré. Donc, il n'y a pas de risque majeur à ce niveau-là pour l'instant. Mais, comme je vous dis, le permis vient à échéance en 2021, puis on sait que ces 2 équipements-là ne pourront pas opérer l'an prochain. Parfait, merci. Une question maintenant de Marie-Claude Prévost et Alexis Caron-Lécuyer. 2 volets à la question. Que prévoyez-vous faire afin d'assurer que le concept final prenne en compte les besoins et enjeux actuels des organismes? Et deuxièmement, est-ce que les plans incluent des aménagements pour d'autres sports? Est-ce que les intervenants du milieu, en fait, seront consultés là-dessus, les organismes qui concernent les activités sportives dans la région? J'adresse encore une fois cette question à M. Bilodeau-Balati. Merci. Donc, les activités nautiques sont au cœur de notre démarche. Donc, oui, on va vouloir consulter l'ensemble des regroupements puis des citoyens qui ont des besoins ou des intérêts par rapport à ces activités nautiques-là potentielles. On va faire une plateforme qui est hyper inclusive puis qui est innovante. Donc, le plus d'activités, le mieux pour vraiment pouvoir profiter de la baie ensemble. En fait, pour ce qui est plutôt des activités sportives autres que nautiques, disons, si on prend par exemple des piscines ou des terrains de baseball ou de tennis, ce n'est pas envisagé. On vise plutôt des interventions qui s'insèrent dans le milieu naturel qui sera créé. Donc, c'est pas vrai ça. Parfait, merci. Question maintenant de Tania White, Stéphane Campbell et Georges Pranda. Donc, comment s'assurer que le plan d'eau ne se transformera pas en marécage? Et croyez-vous que la qualité de l'eau dans ce secteur sera acceptable pour y permettre la baignade? On en a parlé tantôt, mais j'aimerais peut-être vous entendre davantage là-dessus, M. Georges-Étienne Parent. Donc, 2 questions. Comment s'assurer que le plan d'eau ne se transformera pas en marécage? Et deuxièmement, croyez-vous que la qualité de l'eau dans ce secteur sera acceptable pour qu'on puisse s'y baigner? Bon, pour le premier volet, à propos d'une éventuelle transformation du plan d'eau en marécage, quelque chose qui travaille pour nous, je dirais que c'est un plan d'eau où on a quand même un volume important d'eau, puis une profondeur qui est constante et pas tellement propice à la transformation du site en marais ou en marécage. On a quand même pas mal d'apports d'eau du niveau de la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent. Il y a un débit vers le canal La Chine aussi. Donc, c'est assez peu probable. Puis, bon, c'est quand même possible que des herbiers marins se développent là, avec une réduction du trafic de bateaux. Ceci dit, ces herbiers-là sont des habitats très intéressants. Il s'agira de suivre cette situation-là puis de voir qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe, mais de là à se transformer en marais, je ne pense pas qu'on ait là, vraiment des variations de température suffisantes pour que cette nature-là change de façon dramatique. Dans le pire des cas, il y aura un petit peu d'herbier, puis ça sera les pêcheurs qui pourront en profiter. Ensuite, pour ce qui est de la qualité de l'eau, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les options pour rendre la baignade possible. C'est un objectif qui est important pour nous. J'ai assez bien expliqué tantôt, là. Donc, on fait des tests. Ces tests-là vont s'échelonner sur plusieurs années. Ça va nous permettre aussi de mesurer quel genre d'impact la présence ou l'absence des embarcations motorisées va avoir sur l'eau dans ce secteur-là, parce qu'on parle quand même de beaucoup d'embarcations. Ensuite, on doit aussi faire des tests sur les sédiments qui se trouvent au fond. Donc, ça va être un suivi qui est à faire. Puis, comme je vous disais, là, dans toutes les situations, on installe des mesures à long terme là, pour travailler à l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc, que ça soit par la restauration des berges au port de Plaisance, mais au parc René-Lévesque aussi. Je vous parlais des îlots flottants, végétalisés. On a une réduction des surfaces pavées qui va permettre plus de perméabilité, moins de drainage du site. Puis en ayant aussi moins de véhicules sur le site, c'est certain qu'on élimine une partie de risque de contamination par rapport à ça. Donc, on travaille dans le long terme, encore une fois. On espère que ça soit possible à court terme. Les tests qui sont en cours nous le confirmeront. Puis, on va trouver une façon d'articuler ça avec les possibilités qu'on a sur ce site-là quand les experts se seront prononcés. Par exemple, je vais vous garder pour la prochaine question parce qu'elle concerne le concept du projet. Elle nous vient de Sylvia Stocco. Savoir, est-ce que des parcs existants ont été l'inspiration à la base de ce projet? Si oui, lesquels? De prime abord, on n'a pas vraiment essayé de reproduire aucun précédent. En fait, ce qui est important dans notre démarche, vraiment, c'était les objectifs, puis comment on les mettait en espace, ça se voulait une vision un peu fédératrice. On a cherché à avoir une approche plutôt frugale au niveau des infrastructures sur le site, vraiment laisser le plus de place possible à la nature puis à une amélioration des habitats. Puis ensuite, la réutilisation des quais, certainement, donne un aspect graphique assez intéressant là, à ce que vous pouvez voir en plan. Par contre, là, je veux dire, si on veut étudier des précédents projets, il y a un projet, je pense, qui est très intéressant à Kingston, en Ontario, qui n'est pas tellement loin de chez nous, que vous pourrez aller voir sur le web ou en personne, qui est un projet de réhabilitation d'une promenade riveraine aussi, où l'équipe d'architectes paysagistes de chez Claude Cormier Associés ont fait un site de baignade en eau libre. C'est un des premiers au Canada, si ce n'est pas le premier. C'est un projet qui a connu énormément de succès auprès du public. Donc, c'est à 3 heures de Montréal à peu près. Super intéressant. Puis ensuite... c'est pas mal ça. Je dirais que c'est un exercice qu'on a fait avec toute l'équipe de la division des parcs nature et des espaces riverains. Donc, on s'est assis ensemble, on a profité de l'expérience des collègues, qui soient architectes paysagistes, ingénieurs, agents techniques, gestionnaires. Je pense que tout le monde nous a permis de profiter de leur expérience en nous donnant des idées, des façons de les mettre en espace. Puis on espère que la proposition qu'on vous montre maintenant, en fait, est un peu un résumé des idées de ces gens-là, à laquelle on a tenté de donner forme. Mais c'est une forme qui se doit d'être en évolution. Puis on espère que ça va vous plaire dans le long terme. Merci, M. Parent. On enchaîne maintenant avec une question de Myriam Najar. En fait, une question qui a été posée à la fois en français et en anglais. Je vais lire les deux versions, tout d'abord en français, puis ensuite en anglais. Donc, c'est quelles mesures allez-vous prendre pour décongestionner le trafic automobile vers le nouveau parc? La question en anglais nous vient de Elena Galasso. I would like to know what will be done about the increased traffic in our area. The sector cannot take any more traffic than it has. Donc, vu que ça concerne l'arrondissement, j'aurais tendance à diriger cette question vers Mme Houle, qui est la directrice par intérim de l'arrondissement. C'est ça, merci. Alors, d'abord, le site du nouveau parc est accessible directement par la piste cyclable du canal de la Chine. Il est également situé aux abords d'un secteur en planification, le secteur La Chine-Est,
pour lequel la mobilité est une des grandes priorités. À ce titre, un apport considérable en transport en commun est planifié, soit la mise en place d'un tramway. Finalement, je vous dirais que le lien qui reliera le nouveau parc au parc René-Lévesque permettra également d'assurer un accès aussi à des places de stationnement. Parfait. Merci. Question maintenant qui nous vient de plusieurs personnes, question très populaire en fait. Elle nous vient de Christian Ali, Patrick Aubert, Nicole Richard, Ronald Guérin, Clémence Saint-Armand, Lynne Savaria, Louise Blanchette, José Côté et Marie-France Landry. On veut savoir deux choses. Premièrement, pourquoi la Ville a-t-elle pris cette décision sans avoir au préalable consulté les locataires de la marina? Et deuxièmement, pourquoi n'y a-t-il pas eu de consultation publique avec les citoyens? Et là-dessus, je passerai la parole à M. Robert Baudry. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup, M. Tessier. Écoutez, ce n'est pas une décision qu'on prend sur une consultation. Je vais rappeler, ça fait 35 ans que la Ville de Montréal regarde différents modèles d'affaires. 35 ans que la marina ne fonctionne pas financièrement et c'est les contribuables de Montréal, au final, qui se retrouvent à payer. Donc, ce n'est pas une décision qui est faite sur une consultation ou parce que les gens le souhaitent ou ne le souhaitent pas. C'est vraiment une décision qui est pragmatique. On le dit souvent là, pendant la présentation. Elle est pragmatique. C'est un changement de vocation qu'on fait ici, totalement. Donc, la marina n'était pas rentable et elle ne serait pas rentable dans tous les scénarios qu'on avait vus. Donc, on amène là, ici, un changement de vocation. Au niveau de la consultation, il y aura des consultations. C'est un sujet qu'on vous présente ici, qui est un projet qu'on vous présente ici, qui n'est pas un projet totalement final. C'est une première ébauche de ce projet-là, d'un projet hyper intéressant. Donc, l'idée, la vocation est présente, mais on va souhaiter avoir l'input des Lachinois, des Montréalais, des gens qui voudront le fréquenter, justement pour que les gens puissent s'approprier ce nouvel espace-là qu'on souhaite développer. Donc, il y aura un processus de consultation dont les plaisanciers et les Montréalais pourront participer. Parfait, merci. Question maintenant, on a parlé encore beaucoup ce soir de l'aspect financier. On a une autre question sur le sujet qui nous vient de Jean-Noël Laplante. Pourquoi avoir attendu à l'été 2020 pour annoncer que le port de plaisance de la Chine était déficitaire, puisque ça concerne les finances? Je repasserai la parole à Mme Houle. Merci. Alors, d'abord, le niveau de désuétude atteint après l'inondation du printemps 2019 a nécessité de notre côté un positionnement. Comme on l'a mentionné précédemment, la succession des différents modes de gestion, l'élaboration d'études de potentiel et d'analyse ont cherché une solution au problème persistant de la rentabilité de l'équipement. La position de la Ville a toujours été de supporter financièrement le port de plaisance comme une diversification de l'offre récréative de la Ville de Montréal. Et cet équipement-là n'a jamais été générateur de revenus suffisants. Alors, tant que la décision à long terme n'était pas prise, la Ville n'a pas fait planer les déficits du port de plaisance au-dessus de la tête des usagers, en fait, qu'ils ne sont pas à blâmer là, pour cette situation-là. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne maintenant avec une autre question, cette fois-ci de Pierre Atonuc Richard Telechea. J'espère que je prononce bien votre nom, M. Telechea ou Telechea, d'Arquise Majot-Leboeuf et José Bray. En fait, on veut savoir trois choses. Pourquoi faire ça si rapidement sans laisser le temps aux plaisanciers de se relocaliser? Deuxièmement, est-ce possible de nous donner un délai plus long, comme par exemple 2 saisons, afin que nous ayons le temps de nous déplacer? Et troisièmement, est-ce que ce projet doit absolument se faire dès 2021? Madame Houle, je ne vous garderai pas très loin parce que cette question s'adresse à vous également. Oui, merci. Alors, plusieurs éléments de réponse à ces questions. En fait, d'abord, on l'a mentionné tout à l'heure, l'accélération des dommages au culé des quais et la dégradation accélérée des berges a rendu nécessaire la fermeture de 60 places à quai en 2020, cette année, donc aggravant du même coup le déficit d'opération de la marina. On a parlé du système sanitaire également qui n'est plus adéquat. Les correctifs temporaires mis en place entraînent des coûts supplémentaires importants et ces coûts sont dus notamment donc, au vidange sanitaire là, des embarcations. Il y a également la question des permis pour les réservoirs à essence qui viennent, eux, à échéance en juin 2021. Par ailleurs, j'aimerais souligner que des remboursements sont disponibles pour les plaisanciers qui souhaitent quitter s'ils trouvent une autre place ailleurs, dans une autre marina. D'ailleurs, il y a certains plaisanciers qui se sont déjà prévalus de cette option de remboursement. Parfait.
Merci beaucoup. Une question maintenant de M. Julien Arsenault. C'est la dernière question, en fait, qu'on va prendre dans les questions qu'on a reçues au préalable. Ensuite, on va passer à quelques questions qu'on a reçues dans la section privée à cette fin dans la plateforme de présentation qu'on utilise ce soir. Donc, la question nous vient de Julien Arsenault et M. Arsenault veut savoir, avons-nous une chance de garder la marina? C'est la question, évidemment, que plusieurs se posent et je la dirige à M. Robert Baudry, encore une fois. Beaucoup, M. Tessier. La réponse, c'est non, malheureusement. Il n'y a aucune chance qu'on garde une marina à cet endroit-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un changement de vocation complet qu'on fait. C'est une décision qui est pragmatique, qui est faite pour des enjeux. En fait, la marina n'était supportée que par la Ville de Montréal. Son fonctionnement n'était que dû au fait que la Ville de Montréal couvrait ses déficits année après année et on n'a pas su trouver de modèle d'affaires en 35 ans. Donc, maintenant, on vise les prochaines années, on vise le futur, on vise un projet rassembleur, un projet inclusif, un projet qui se tourne vers la transition écologique, qui se tourne vers cette urgence-là d'agir pour l'environnement, un projet qui aura certainement, comme je l'ai dit, un impact aujourd'hui sur la Chine, sur Montréal, mais pour des années à venir aussi. Donc, non, il n'y aura pas de maintien de la marina. Cette décision est maintenue. Parfait, c'est clair. Merci, M. Baudry. Bien, maintenant, on va enchaîner avec des questions qu'on a reçues ce soir pendant la présentation. Vous avez été nombreux à nous faire parvenir des questions. Je dois avouer qu'il y en avait plusieurs qui revenaient dans les questions qui avaient déjà été posées au préalable. Encore une fois, je tiens à vous préciser que toutes les questions qu'on aura reçues vont être regroupées dans un document qui va rassembler toutes les questions, évidemment, et les réponses, autant celles qu'on a reçues avant ce soir que celles qu'on a reçues ce soir. Et elles vont être répondues et on va vous envoyer ça dans les prochaines semaines pour s'assurer que tout le monde ait vraiment l'information la plus précise concernant le projet. On va donc prendre une première question qu'on a reçue ce soir en direct, question de M. Tarek Mouhoubi, une question qui s'adresse à Mme Houle. On veut savoir, peut-on avoir accès à un tableau comparatif entre les deux investissements, c'est-à-dire la marina versus le parc avec la projection des revenus et des coûts? Mme Houle. En fait, oui, il y avait deux questions. Pour ce qui est du tableau, on pourra fournir les données, effectivement. Mais peut-être juste apporter une précision aussi. Monsieur demandait par rapport au déficit budgétaire, donc le montant de 263 000 qu'on a présenté tout à l'heure, c'est vraiment le budget du port de plaisance. Donc, les montants qui sont associés aux cibles budgétaires, donc c'est le déficit annuel moyen que la Ville doit combler là, à même ses budgets. Mais l'information pourrait être rendue disponible. Effectivement, la deuxième volet de la question, il y avait déjà répondu, c'était le déficit est par rapport au budget ou est-ce un résultat négatif réel? Donc, pourquoi ça passe de 50 000 à 268 000 $? Donc, question maintenant aussi pour toujours Mme Houle, question de Guillaume Lenigan. Quel est le prix de location annuel marchand pour un espace à quai? Vous mentionnez que le loyer annuel moyen dans votre marina est de 1 300 $. Oui, en fait, pour les fins de calcul, nous avons présenté le montant de 1 300 $ par quai. Mais il faut comprendre que le tarif de location est basé sur la taille des quais et la taille des embarcations. Donc, c'est un tarif au pied linéaire. Alors, selon la taille de l'embarcation, parfois, pour un bateau plus grand, ça pourrait être de 2 000 2 500 $ par quai. Mais je vous invite à consulter, là, si vous voulez avoir les tarifs détaillés, parce qu'il y a plusieurs montants, à consulter notre site Web où tous les tarifs sont disponibles pour votre information. Parfait, merci. Question maintenant pour M. Parent, Georges-Étienne Parent. Une question de Michaud. En fait, on a juste son nom de famille, probablement. Est-ce qu'un lien piéton est prévu au niveau de la section piétonne du parc René-Lévesque et de la presqu'île de l'ancienne marina? Oui, effectivement, on considère un lien piéton qui serait une passerelle flottante ou, comme on vous a dit, il y a encore du travail à faire dans le développement de ce projet-là. Par contre, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé, puis on pense que ça peut créer vraiment... ça peut permettre finalement à ces deux parcs-là d'agir comme s'ils étaient un grand parc avec un bassin au centre. Il y a une localisation, on croit, qui serait vraiment idéale, là, qui se trouve à la fin du stationnement
vers l'ouest du stationnement de René Lévesque, puis qui nous permet un lien direct dans la partie la plus étroite, en fait, de ce bassin-là, jusqu'à l'emplacement de la capitainerie, là, qui est le bâtiment central sur la péninsule, là. Donc, je sais qu'on nous a exprimé pas mal d'intérêt aussi pour avoir un lien qui pourrait être utilisé 4 saisons. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut réaliser à l'intérieur de ce projet-là. Parfait. Question maintenant pour M. Baudry. Est-ce que la Ville de Montréal a voté pour le budget de 25 millions sur ce projet ou c'est à venir? Votre micro, M. Baudry, s'il vous plaît. Merci. Moi qui m'enorgueillis de jamais oublier mon micro. Voilà. Écoutez, c'est une question très pertinente. Le 25 millions, effectivement, n'a pas encore été voté. Ça va être dans les prochaines planifications budgétaires. On est actuellement en train de planifier le budget. Il est certain que ces montants-là, ces sommes-là seront planifiées sur le temps de développement justement du projet là, de parc à cet endroit. Donc oui, les sommes seront votées dans les prochains budgets. Parfait. Merci beaucoup pour cette précision. Une question maintenant de Hugo Morissette. Je vais aller dans le chat là, pour aller voir la question. Des études d'impact réalisées après la fermeture de la marina. Est-ce qu'il y en aura? Question peut-être pour M. Bilodeau-Balati. Votre micro, merci, monsieur. Merci. Effectivement, comme on a dit tout à l'heure, il y a des études d'impact qui vont être réalisées suite à la fermeture. Donc, lorsqu'on va avoir un concept assez précisé, on va pouvoir aller en étude d'impact avec le ministère de l'Environnement qui a un long processus, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour s'assurer qu'on respecte autant l'environnement, le développement social et économique, mais via ce projet-là qui est déjà présenté sous forme de parc. Il n'est pas question de voir une étude d'impact en amont. Comme on est face à la désuétude, l'action qui est prise aujourd'hui, c'est d'investir dans un accès à l'eau pour tous. Parfait. En fait, on s'inquiète également de la question des stationnements. Est-ce qu'on va prévoir des stationnements, étant donné que ça va amener une affluence peut-être supplémentaire dans la région? Peut-être une question pour Mme Houle. Oui, alors, comme mentionné précédemment dans la présentation, donc il y a un lien qui est à prévoir entre le nouveau parc et le parc René Lévesque qui compte un immense stationnement. Donc, on croit que le stationnement du parc René Lévesque pourrait être utilisé à cette fin. Parfait. Excellent, merci. Une dernière question maintenant de Françoise Lavallée. Elle veut savoir est-ce que les bateaux motorisés participent au problème d'érosion des berges de la Chine? Peut-être une question pour soit M. Parent, M. Georges-Étienne, pour M. Bilodeau-Balati? Je peux la prendre. Parfait. Donc, c'est évident que le bâtillage, là, ce qu'on appelle, c'est un facteur dans l'érosion. Par contre, ce qui est vraiment problématique, c'est que le parc René Lévesque, comme le site du port de Plaisance, sont des sites qui sont du remblai. Hein. Autrefois, c'était le lac Saint-Louis, ces endroits-là. Ça a d'abord été des jetées de guidage pour le canal La Chine, puis il y a eu du remblai successif. C'est du matériel très hétérogène là, qui ne résiste pas très bien à l'érosion, en fait. C'est ce qui fait qu'on a des problématiques généralisées pour ces deux parcs-là. Puis des sols instables comme ça, quand ils se saturent là, avec des événements comme ce qu'on a connu au printemps, avec des crues exceptionnelles, c'est des sols qui ne résistent pas tellement bien, là. Donc, c'est certain que le passage des bateaux est un facteur, mais ce n'est pas le facteur principal qui explique cette érosion-là. C'est vraiment la nature des sols et les crues exceptionnelles qui font qu'on a des sites qui sont fragiles, donc des sites qu'il faut activement protéger. Parfait. Merci beaucoup, M. Parent. C'était la dernière réponse et évidemment la dernière question, mais rassurez-vous, parce que toutes les questions qu'on a reçues, comme je disais avant,
ce soit avant la présentation de ce soir ou pendant la présentation, seront toutes compilées dans un seul document qui vous sera fait parvenir, qui vous sera envoyé au cours des prochaines semaines, le temps qu'on compile ça. Ça va prendre quand même un certain temps. Donc, mesdames, messieurs, ceci termine donc notre séance d'information virtuelle. Au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Et pour vous tenir informé de l'évolution de ce projet, consultez régulièrement le site montréal.ca. Je vous rappelle également que la présentation a été enregistrée et sera disponible dans les prochains jours sur la page YouTube de la Ville de Montréal si vous voulez la réécouter ou permettre à d'autres personnes qui n'ont pas pu être des nôtres ce soir de l'écouter. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et surtout merci à nos présentateurs d'avoir pris le temps de bien expliquer. Je pense que ça a permis ce soir de mettre, comme on dit, les pendules à l'heure davantage sur les chiffres particulièrement et sur l'ensemble du projet qui, comme vous l'avez entendu comme moi, fera l'objet de consultations au cours des prochains mois. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de soirée, bonne fin d'été, mais surtout demeurez en santé. Merci beaucoup.